Cette fille n'a pas sa place ici. La voix tranchante de Madame Claire Beaumont perça le bourdonnement discret de l'avion comme une lame affûtée, faisant sursauter les passagers de la cabine de première classe. Tous les regards convergèrent vers l'adolescente visée par cette accusation, Amélie Dubois, une jeune fille de 16 ans à la peau d'ébène, assise calmement dans le siège 2A, ses écouteurs anti-bruit vissés aux oreilles et un manuel d'économie avancé ouvert sur ses genoux. Ses grands yeux, d'un brun profond, s'écarquillèrent de stupeur alors qu'elle retirait lentement ses écouteurs, déconcertée par l'hostilité soudaine d'une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée. Claire Beaumont, impeccablement vêtue d'un tailleur Chanel, ses bijoux en or scintillant sous les lumières tamisées de la cabine, pointait un doigt accusateur vers Amélie, son visage figé dans une expression de mépris aristocratique. Cette femme, incarnation même du privilège hérité, semblait convaincue que sa place dans le monde lui donnait le droit de juger qui méritait ou non de partager cet espace exclusif. Autour d'eux, l'atmosphère de la cabine s'alourdit, les passagers murmurant entre eux, certains sortaient déjà leur téléphone pour capturer ce qui promettait d'être un drame digne des réseaux sociaux. Amélie, encore naïve face à la cruauté du monde, balbutia d'une voix tremblante. « Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. » Ces mots, prononcés avec une innocence désarmante, ne firent qu'attiser la colère de Claire, qui croisa les bras, ses lèvres pincées en une moue de dédain. « Écoute, ma chère, » lança-t-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. « Il y a visiblement eu une erreur dans l'attribution des sièges. La classe économique est à l'arrière de l'avion. » Amélie cligna des yeux, confuse, et vérifia son billet d'embarquement, ses doigts fins serrant le morceau de papier comme une bouée de sauvetage. « Mais c'est bien le siège 2A, non? C'est ce que dit mon billet, » répondit-elle, levant le document pour le montrer à Claire, espérant que cette dernière s'était simplement trompée. Son ton était doux, empreint de la politesse que ses parents lui avaient inculquée depuis son plus jeune âge. Pourtant, cette tentative d'apaisement ne fit qu'enflammer davantage Claire, qui laissa échapper un ricanement glacial. « Ton billet? Et comment une gamine comme toi a-t-elle pu se payer un siège en première classe? Tes parents doivent être très ingénieux, disons, pour t'offrir un tel luxe. » Le sous-entendu dans ces paroles, lourd de préjugés, échappa à Amélie, qui n'avait jamais été confrontée à une telle malveillance. Protégée par l'amour de ses parents, une famille d'une richesse exceptionnelle mais discrète, Amélie avait grandi dans un cocon où la discrimination n'était qu'un concept abstrait évoqué lors de conversations sérieuses à la maison, mais jamais expérimenté de manière aussi brutale. Amélie Dubois n'était pas une adolescente ordinaire. Fille unique de Philippe Dubois, président d'une des plus grandes compagnies aériennes françaises, elle avait été élevée dans un monde de privilèges, mais aussi de valeurs humanistes. Ses parents, ayant gravi les échelons par leur travail acharné, avaient veillé à ce qu'elle reste humble et respectueuse, loin des préjugés qui gangrénaient souvent les cercles huppés. Cet été-là, Amélie rentrait à Paris après un trimestre dans un prestigieux internat à Lyon, où elle excellait parmi ses camarades, malgré le fait d'être l'une des rares élèves noires dans un océan de visages pâles. C'était sa première fois seule en avion, un rite de passage soigneusement planifié par ses parents, qui lui avaient offert un billet en première classe pour garantir son confort. Mais ce voyage, censé être une expérience excitante, se transformait rapidement en cauchemar. À quelques sièges de là, Jacques Moreau, un homme d'affaires d'une quarantaine d'années au costume sur mesure, observait la scène avec un sourire narquois. Habitué au cercle fermé de l'élite parisienne, il partageait l'indignation de Claire face à ce qu'il percevait comme une intrusion dans leur sanctuaire de luxe. « Franchement, » murmura-t-il à sa voisine, Sophie Lemoine, une journaliste mondaine en quête de scandales croustillants, « on dirait une erreur de casting. Cette gamine doit avoir un billet volé ou un passe-droit quelconque. » Sophie, toujours à l'affût d'un sujet juteux pour son blog, sortit discrètement son téléphone et commença à filmer, ses lèvres esquissant un sourire calculateur. « Ça va faire un carton sur les réseaux », chuchota-t-elle, ses doigts pianotant déjà un titre accrocheur. Scandale en première classe. Une adolescente provoque l'indignation des passagers. Dans un coin de la cabine, un homme plus âgé, M. Laurent, observait la scène en silence, un carnet à la main.
Ses lunettes rondes et son air discret le faisaient te passer pour un voyageur ordinaire, mais ses yeux perçants semblaient analyser chaque détail, comme s'il collectait des pièces d'un puzzle invisible. 30 minutes après le décollage, l'incident avait débuté lorsque Claire Beaumont, revenant des toilettes, avait remarqué Amélie, plongée dans son manuel, ses écouteurs diffusant une douce musique classique. Pour Claire, cette image était intolérable. Dans son esprit, la première classe était un bastion réservé à une certaine caste, celle des héritiers, des puissants, des gens comme elle, dont la fortune familiale remontait à plusieurs générations. Elle s'était arrêtée dans l'allée, fixant Amélie avec un dégoût non dissimulé, comme si sa simple présence était une offense personnelle. Après un long moment d'observation, elle s'était approchée du siège d'Amélie, avec l'assurance d'une femme qui n'avait jamais essuyé un refus. « Hé, toi !» lança-t-elle, tapotant bruyamment sur l'accoudoir pour attirer l'attention de l'adolescente. Amélie, tirée de sa concentration, retira un écouteur et offrit un sourire poli. « Oh, pardon, vous avez besoin de quelque chose ?» demanda-t-elle, sa voix douce et sincère. Cette courtoisie ne fit qu'attiser l'irritation de Claire, qui s'attendait à une soumission immédiate. « Oui, j'ai besoin que tu rassembles tes affaires et que tu ailles t'asseoir à ta vraie place, en classe économique, » rétorqua-t-elle, son ton glacial. Il y a eu une erreur évidente dans l'attribution des sièges. Amélie, déconcertée, vérifia à nouveau son billet, ses joues s'empourprant sous le regard scrutateur des autres passagers. « Je suis désolée, mais je crois que c'est bien ma place. Voici mon billet, » dit-elle, le tendant avec une innocence qui aurait dû désarmer n'importe qui. Mais Claire, loin d'être apaisée, éclata d'un rire méprisant. « Écoute, ma petite, je ne sais pas comment tu as obtenu ce billet, mais la première classe est réservée aux passagers qui ont payé le prix juste. L'économie, c'est par là-bas. » Le ton condescendant de Claire, combiné à son regard perçant, fit vaciller la confiance d'Amélie. Elle baissa les yeux, ses doigts serrant le manuel d'économie, comme pour y puiser du courage. « Mes parents m'ont réservé ce siège, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Je rentre de l'école. Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. » Le ton de Claire devint encore plus mordant. « Tes parents? Et que font-ils, tes parents, pour se permettre de t'acheter un billet en première classe ?» La question, lourde de sous-entendus racistes, flottait dans l'air comme une accusation. Amélie, toujours naïve face à ce genre de méchanceté, répondit avec la sincérité d'une enfant bien élevée. « Mon papa travaille dur. Il dirige une grande entreprise qui aide les gens à voyager en sécurité. » Cette réponse, au lieu de calmer Claire, ne fit qu'alimenter son mépris. « Bien sûr, » ricana-t-elle, son ton dégoulinant de sarcasme. « Une grande entreprise, rien que ça. Écoute, ma chère, parfois les gens obtiennent des billets qu'ils ne peuvent pas vraiment se permettre, ou peut-être une association caritative t'a offert une surclassement. Dans tous les cas, tu dois aller là où est ta place. » Les larmes commencèrent à perler dans les yeux d'Amélie, qui cherchait désespérément un visage amical parmi les passagers. Mais ce qu'elle vit ne fut qu'un mélange de curiosité malsaine et d'approbation silencieuse. Jacques, l'homme d'affaires, murmura à Sophie. « Elle croit vraiment qu'elle peut s'en tirer comme ça ?» Sophie, son téléphone toujours en main, zooma sur le visage d'Amélie, capturant chaque instant de sa détresse pour son audience virtuelle. « Ça va devenir viral, » murmura-t-elle, ravie. C'est à ce moment qu'Élise Martin, une jeune continue de bord, intervint, alertée par le brouhaha. Avec ses cheveux soigneusement attachés en chignon et son uniforme impeccable, Élise incarnait le professionnalisme d'Air France. En voyant une adolescente au bord des larmes face à une femme adulte en colère, son instinct protecteur prit le dessus. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda-t-elle, se plaçant à côté d'Amélie comme pour la protéger. Claire, habituée à ce que les autorités se rangent de son côté, se tourna vers Élise avec un air d'autorité. « Oui, il y a un problème. Cette fille est assise en première classe, et elle n'a clairement pas sa place ici. Je vous demande de résoudre cette situation immédiatement. » Élise, calmement, vérifia le billet d'Amélie sur sa tablette. « Madame, cette passagère a un billet valide pour la première classe. Tout semble en ordre. » Cette réponse, prononcée avec une fermeté professionnelle, aurait dû mettre fin à l'incident. Mais Claire n'était pas du genre à accepter une réponse qui contredisait sa vision du monde. « C'est impossible.
s'exclama-t-elle, sa voix montant d'un ton. Regardez-la. Est-ce qu'elle a l'air de quelqu'un qui peut se payer la première classe? Il y a une erreur dans votre système, c'est évident. Le racisme implicite dans ses paroles devint impossible à ignorer, et Élise sentit une colère monter en elle, mêlée d'un instinct de protection envers Amélie. Pourtant, Claire ne s'arrêta pas là. Elle plongea la main dans son sac Hermès et en sortit une liasse de billets, qu'elle compta avec une lenteur théâtrale. « Écoutez, » dit-elle à Élise, baissant la voix mais s'assurant qu'Amélie entende chaque mot. « Il y a clairement une erreur informatique ici. Je suis prête à vous dédommager pour régler cela discrètement. Voici 1 000 € pour vous assurer que cette situation soit corrigée de manière professionnelle. » Élise fixa l'argent, son esprit déchiré entre son devoir et la tentation. Elle était mère célibataire, jonglant avec des factures médicales et un loyer exorbitant à Paris. Ces 1 000 € représentaient une bouffée d'oxygène, une solution à des nuits blanches passées à calculer comment joindre les deux bouts. Mais en regardant Amélie, dont les yeux brillaient de larmes contenues, elle sentit une vague de honte l'envahir. « Madame, je vous demande de retourner à votre siège, » répondit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Cette passagère a le droit d'être ici. » Pour un instant, il sembla que l'autorité d'Élise pourrait mettre fin à ce cauchemar. Mais Claire, habituée à obtenir ce qu'elle voulait, secoua la tête avec un sourire narquois. « Vous faites erreur, ma chère. Je vais m'assurer que cela soit corrigé. » Pendant ce temps, Jacques, confortablement installé dans son siège, ajouta son grain de sel. « C'est toujours pareil avec ces gamins, » murmura-t-il, assez fort pour être entendu. « Ils pensent qu'ils peuvent s'incruster n'importe où sans respecter les règles. » Sophie, sentant le potentiel d'un scandale, amplifia la situation en postant une mise à jour sur son compte Twitter. « Drame en première classe. Une ado refuse de céder sa place. À suivre ?» Amélie, acculée, tenta de contacter son père, mais le signal à bord était faible, et son appel échoua. La panique commença à l'envahir, son monde soigneusement protégé s'effondrant sous le poids des accusations injustes. Elle envoya un SMS désespéré à sa mère. « Maman, les gens sont méchants avec moi dans l'avion. Je ne comprends pas ce que j'ai fait. Aide-moi. » Mais aucune réponse ne vint, ses parents étant probablement en réunion, leur téléphone en mode silencieux. La solitude d'Amélie, au milieu de cette cabine hostile, était presque palpable. Monsieur Laurent, toujours silencieux, griffonnait dans son carnet, ses yeux passant de Claire à Amélie, puis à Élise. Il semblait noter chaque détail, chaque mot, comme s'il préparait un rapport. Son comportement intriguait, mais personne ne lui prêtait attention, trop absorbé par le drame en cours. Sophie, de son côté, chuchota à Jacques. « Tu crois qu'elle a volé le billet? Ou peut-être un surclassement de charité? » Jacques haussa les épaules, son sourire cruel s'élargissant. « Peu importe, elle n'a rien à faire ici. » Amélie, entendant ces murmures, sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais été confrontée à une telle hostilité, et son innocence l'empêchait de comprendre pleinement la nature des préjugés qui alimentaient cette attaque. « Je veux juste rentrer chez moi, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres, ses doigts serrant son téléphone comme un talisman. Mais la situation s'aggrava lorsque Claire, voyant qu'Élise hésitait, sortit 500 € supplémentaires de son sac. « Prenez ceci, » dit-elle, glissant les billets dans la main de la continue. « Corrigez cette erreur, et nous pourrons tous reprendre notre vol tranquillement. » Élise, déchirée, fixa l'argent, son esprit en proie à un conflit intérieur. Elle savait que ce qu'elle faisait était mal, mais la pression financière était écrasante. Avec un regard fuyant, elle murmura à Amélie. « Mademoiselle, il se pourrait qu'il y ait un problème avec votre siège après tout. Laissez-moi vérifier à nouveau. » Ces mots frappèrent Amélie comme une trahison. La femme qui l'avait défendue, qui l'avait appelée « ma chère », avec une douceur presque maternelle, venait de changer de camp. Les larmes qu'Amélie avait retenues jusque-là coulèrent sur ses joues. « Mais vous avez dit que tout était en ordre, » chuchota-t-elle, sa voix brisée. « Pourquoi tout le monde est si méchant avec moi? » La cabine entière sembla retenir son souffle, les passagers observant la détresse d'Amélie comme un spectacle.
Jacques ricana doucement, murmurant à Sophie. Elle apprend la vie, la petite. Sophie, son téléphone toujours en main, filmait chaque larme, chaque tremblement dans la voix d'Amélie, transformant sa douleur en contenu pour ses abonnés. Mais au fond de la cabine, M. Laurent ferma son carnet avec un claquement sec, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. Quelque chose dans son attitude suggérait qu'il n'était pas un simple spectateur, mais personne ne le remarqua, trop absorbé par le drame. Amélie, submergée par l'injustice, serra son manuel contre sa poitrine, ses pensées tournées vers son père, l'homme qui, dans son monde, pouvait tout réparer. « Papa saura quoi faire », murmura-t-elle, s'accrochant à cet espoir comme à une bouée dans une tempête. Mais pour l'instant, elle était seule, entourée d'adultes qui semblaient prendre plaisir à sa souffrance, et la trahison d'Élise pesait comme une pierre dans son cœur. Le vol était loin d'être terminé, et la tempête dans la cabine de première classe ne faisait que commencer. Dans la cabine exiguë de la classe économique, Amélie Dubois était recroquevillée sur son nouveau siège, un espace étroit où l'air semblait plus lourd, saturé par l'odeur du café bon marché et le murmure constant des autres passagers. Les larmes qu'elle avait tenté de retenir ruisselaient désormais librement sur ses joues, traçant des sillons brillants sur sa peau d'ébène. Elle serrait son téléphone contre sa poitrine, les doigts tremblants, attendant désespérément une réponse à son message envoyé à sa mère. « Maman, les gens sont méchants avec moi dans l'avion. Je ne comprends pas ce que j'ai fait. Aide-moi. » Mais l'écran restait obstinément silencieux. Ses parents, probablement absorbés par leur réunion dans les tours de verre de la Défense, leur téléphone en mode silencieux. Amélie, à seulement 16 ans, se sentait plus seule qu'elle ne l'avait jamais été. Son monde soigneusement construit par l'amour protecteur de sa famille s'effondrant comme un château de cartes sous les assauts d'une cruauté qu'elle ne comprenait pas. Dans la cabine de première classe, laissée derrière elle, Claire Beaumont arborait un sourire satisfait, convaincue que son intervention avait rétabli l'ordre naturel des choses. Elle ajusta son foulard Hermès, jetant un regard triomphant à Jacques Moreau, l'homme d'affaires qui avait soutenu son indignation. « Enfin, » murmura-t-elle assez fort pour être entendue par les autres passagers, « on peut maintenant profiter de ce vol comme il se doit. » Jacques, un verre de champagne à la main, hocha la tête avec approbation. « Ces gamins doivent apprendre où est leur place, » dit-il, son ton dégoulinant de suffisance. Sophie Lemoine, la journaliste mondaine, continuait de pianoter sur son téléphone son dernier tweet. Scandale en première classe. Une ado refuse de céder sa place. À suivre, accumulant déjà des milliers de likes et de partages. Mais au fond de la cabine, M. Laurent, l'homme discret au carnet, observait toujours, son stylo glissant sur le papier avec une précision méthodique, comme s'il documentait chaque mot, chaque regard, chaque geste de cette scène sordide. Amélie, reléguée à l'arrière de l'avion, tentait de se ressaisir. Elle ouvrit son manuel d'économie, espérant y trouver un refuge, mais les mots dansaient devant ses yeux, brouillés par les larmes. Les souvenirs de son père, Philippe Dubois, lui revinrent en mémoire. Il lui avait souvent répété « Ma chérie, peu importe ce que les autres pensent de toi, ta valeur vient de ce que tu portes dans ton cœur et dans ton esprit. » Ces paroles, prononcées lors de dîners familiaux dans leur élégante maison du 16e arrondissement, lui avaient toujours semblé abstraites, presque comme une maxime tirée d'un livre de philosophie. Mais aujourd'hui, elle prenait une réalité brutale. Elle murmura pour elle-même « Je n'ai rien fait de mal », comme pour se convaincre que cette injustice n'était pas de sa faute. À quelques rangées de là, une jeune femme, Camille Dupont, une étudiante en échange universitaire, observait Amélie avec une compassion croissante. Camille, avec ses lunettes rondes et son sac à dos usé, venait de Bordeaux et connaissait trop bien le poids des jugements hâtifs. Elle avait entendu les murmures dans la cabine de première classe, vu les regards méprisants lancés à Amélie, et son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas. Discrètement, elle sortit son téléphone et commença à filmer, capturant les chuchotements cruels de Jacques et Sophie, ainsi que la détresse évidente d'Amélie. Elle envoya la vidéo à un groupe d'amis sur WhatsApp avec un message. « Regardez ça, c'est scandaleux. Cette fille n'a rien fait et il la traite comme une criminelle. » En quelques minutes, ses amis partagèrent de la vidéo sur les réseaux sociaux
Et les premières réactions commencèrent à affluer, des commentaires indignés dénonçant ce qu'ils voyaient comme une injustice flagrante. Dans la cabine de première classe, l'atmosphère était devenue presque festive pour certains. Sophie, sentant le potentiel viral de l'incident, passa à un direct sur Instagram, son sourire calculateur illuminé par l'écran de son téléphone. « Mes amis, vous ne croirez pas ce qui se passe sur ce vol », lança-t-elle à ses milliers d'abonnés, zoomant sur l'allée vide où Amélie avait été assise. Une adolescente a cru qu'elle pouvait s'incruster en première classe, mais la justice a été rendue. Ces mots, soigneusement choisis pour éviter une accusation directe de racisme, étaient néanmoins lourds de sous-entendus. Jacques, amusé par l'audace de Sophie, ajouta son propre commentaire, assez fort pour être capté par le micro. C'est toujours pareil avec ces gens qui pensent pouvoir tout avoir sans effort. Le mot « ces gens » flottait dans l'air, chargé de mépris, et plusieurs passagers hochèrent la tête en signe d'approbation, renforçant l'idée que leur indignation était légitime. Mais parmi eux, une passagère, Madame Véronique Chastain, une femme d'un certain âge au chignon impeccable et aux manières raffinées, commença à montrer des signes d'inconfort. Ancienne professeure de littérature à la Sorbonne, elle avait passé sa vie à enseigner l'empathie à travers les textes de Victor Hugo et de Simone de Beauvoir. Les paroles de Claire et de Jacques lui rappelaient les pires facettes de la société française, celles qu'elle avait toujours combattues. Pourtant, elle resta silencieuse, ses lèvres pincées, partagées entre son désir d'intervenir et la peur de devenir une cible dans cette cabine hostile. Pendant ce temps, Élise Martin, la continue de bord, arpentait l'allée de la classe économique, son cœur lourd de culpabilité. Les 1500 € dans la poche de son uniforme semblaient brûler sa peau, chaque billet un tchouki. Dans la cabine exiguë de la classe économique, Amélie Dubois était recroquevillée sur son nouveau siège, un espace étroit où l'air semblait plus lourd, saturé par l'odeur du café bon marché et le murmure constant des autres passagers. Les larmes qu'elle avait tenté de retenir ruisselaient désormais librement sur ses joues, traçant des sillons brillants sur sa peau d'ébène. Elle serrait son téléphone contre sa poitrine, les doigts tremblants, attendant désespérément une réponse à son message envoyé à sa mère. « Maman, les gens sont méchants avec moi dans l'avion. Je ne comprends pas ce que j'ai fait. Aide-moi. » Mais l'écran restait obstinément silencieux, ses parents probablement absorbés par leur réunion dans les tours de verre de la Défense, leur téléphone en mode silencieux. Amélie a seulement 16 ans, se sentait plus seule qu'elle ne l'avait jamais été, son monde soigneusement construit par l'amour protecteur de sa famille, s'effondrant comme un château de cartes sous les assauts d'une cruauté qu'elle ne comprenait pas. Dans la cabine de première classe, laissée derrière elle, Claire Beaumont arborait un sourire satisfait, convaincue que son intervention avait rétabli l'ordre naturel des choses. Elle ajusta son foulard Hermès, jetant un regard triomphant à Jacques Moreau, l'homme d'affaires qui avait soutenu son indignation. « Enfin », murmura-t-elle, assez fort pour être entendue par les autres passagers, « on peut maintenant profiter de ce vol comme il se doit. » Jacques, un verre de champagne à la main, hocha la tête avec approbation. « Ces gamins doivent apprendre où est leur place, » dit-il, son ton dégoulinant de suffisance. Sophie Lemoine, la journaliste mondaine, continuait de pianoter sur son téléphone, son dernier tweet. « Scandale en première classe. Une ado refuse de céder sa place. » À suivre. Accumulant déjà des milliers de likes et de partages. Mais au fond de la cabine, M. Laurent, l'homme discret au carnet, observait toujours, son stylo glissant sur le papier avec une précision méthodique, comme s'il documentait chaque mot, chaque regard, chaque geste de cette scène sordide. Amélie, reléguée à l'arrière de l'avion, tentait de se ressaisir. Elle ouvrit son manuel d'économie, espérant y trouver un refuge, mais les mots dansaient devant ses yeux, brouillés par les larmes. Les souvenirs de son père, Philippe Dubois, lui revinrent en mémoire. Il lui avait souvent répété « Ma chérie, peu importe ce que les autres pensent de toi, ta valeur vient de ce que tu portes dans ton cœur et dans ton esprit. » Ces paroles, prononcées lors de dîners familiaux dans leur élégante maison du 16e arrondissement, lui avaient toujours semblé abstraites, presque comme une maxime tirée d'un livre de philosophie. Mais aujourd'hui, elle prenait une réalité brutale. Elle murmura pour elle-même « Je n'ai rien fait de mal.
comme pour se convaincre que cette injustice n'était pas de sa faute. À quelques rangées de là, une jeune femme, Camille Dupont, une étudiante en échange universitaire, observait Amélie avec une compassion croissante. Camille, avec ses lunettes rondes et son sac à dos usé, venait de Bordeaux et connaissait trop bien le poids des jugements hâtifs. Elle avait entendu les murmures dans la cabine de première classe, vu les regards méprisants lancés à Amélie, et son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas. Discrètement, elle sortit son téléphone et commença à filmer, capturant les chuchotements cruels de Jacques et Sophie ainsi que la détresse évidente d'Amélie. Elle envoya la vidéo à un groupe d'amis sur WhatsApp avec un message. « Regardez ça, c'est scandaleux. Cette fille n'a rien fait et il la traite comme une criminelle. » En quelques minutes, ses amis partagèrent la vidéo sur les réseaux sociaux et les premières réactions commencèrent à affluer, des commentaires indignés dénonçant ce qu'ils voyaient comme une injustice flagrante. Dans la cabine de première classe, l'atmosphère était devenue presque festive pour certains. Sophie, sentant le potentiel viral de l'incident, passa à un direct sur Instagram, son sourire calculateur illuminé par l'écran de son téléphone. « Mes amis, vous ne croirez pas ce qui se passe sur ce vol », lança-t-elle à ses milliers d'abonnés, zoomant sur l'allée vide où Amélie avait été assise. « Une adolescente a cru qu'elle pouvait s'incruster en première classe, mais la justice a été rendue. » Ces mots, soigneusement choisis pour éviter une accusation directe de racisme, étaient néanmoins lourds de sous-entendus. Jacques, amusé par l'audace de Sophie, ajouta son propre commentaire, assez fort pour être capté par le micro. « C'est toujours pareil avec ces gens qui pensent pouvoir tout avoir sans effort. » Le mot « ces gens » flottait dans l'air, chargé de mépris, et plusieurs passagers hochèrent de la tête en signe d'approbation, renforçant l'idée que leur indignation était légitime. Mais parmi eux, une passagère, Madame Véronique Chastain, une femme d'un certain âge au chignon impeccable et aux manières raffinées, commença à montrer des signes d'inconfort. Ancienne professeure de littérature à la Sorbonne, elle avait passé sa vie à enseigner l'empathie à travers les textes de Victor Hugo et de Simone de Beauvoir. Les paroles de Claire et de Jacques lui rappelaient les pires facettes de la société française, celles qu'elle avait toujours combattues. Pourtant, elle resta silencieuse, ses lèvres pincées, partagée entre son désir d'intervenir et la peur de devenir une cible dans cette cabine hostile. Pendant ce temps, Élise Martin, la continue de bord, arpentait l'allée de la classe économique, son cœur lourd de culpabilité. Les 1500 € dans la poche de son uniforme semblaient brûler sa peau, chaque billet un rappel de sa trahison. Elle croisa le regard d'Amélie, dont les yeux rougis par les larmes semblaient poser une question muette. « Pourquoi m'as-tu abandonné » Élise détourna les yeux, incapable de supporter ce reproche silencieux. Elle repensa à sa vie à Paris, à son petit appartement dans le 19e arrondissement, aux factures qui s'empilaient sur la table de la cuisine, aux nuits blanches passées à calculer comment payer les frais médicaux de sa mère. Ces 1500 € représentaient un répit, une chance de respirer, mais à quel prix? Elle s'approcha d'Amélie, hésitante, et murmura « Mademoiselle, je suis désolée. Il y a peut-être eu une erreur, je vais vérifier à nouveau. » Mais ces mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Amélie leva les yeux, son visage marqué par la confusion et la douleur. « Vous avez dit que tout était en ordre, » répondit-elle, sa voix à peine audible. « Pourquoi tout le monde est si méchant avec moi ?» Ces mots, prononcés avec une innocence déchirante, frappèrent Élise comme une gifle. Elle recula, incapable de répondre, et retourna vers la cabine de première classe, où l'atmosphère était bien différente. Là-bas, Sophie continuait son direct, alimentant la frénésie des réseaux sociaux. « Regardez-moi ce siège vide, » dit-elle, montrant l'ancien siège d'Amélie. « La première classe est un privilège, pas un droit. » Ses abonnés réagissaient avec des émojis de feu et des commentaires acerbes, certains allant jusqu'à insulter Amélie sans même la connaître. Jacques, ravi de l'attention, ajouta « C'est une leçon de vie pour elle, il faut savoir rester à sa place. » Mais tous n'étaient pas d'accord. Véronique Chastain, toujours silencieuse, serra les poings sous la couverture qu'elle avait posée sur ses genoux. Elle repensait à un passage des Misérables où Hugo décrivait la cruauté de la société envers les plus vulnérables.
Elle voulait parler, dire quelque chose, mais la peur de l'opprobre la retint. Pendant ce temps, Camille, en classe économique, voyait sa vidéo devenir virale. Les commentaires sur Twitter et Instagram commençaient à changer de ton, passant de la moquerie à l'indignation. Pourquoi s'en prennent-ils à une enfant? Écrivait un utilisateur. C'est du racisme pur et simple, dénonçait un autre. Camille, encouragée par ces réactions, envoya un message à un ami travaillant pour un grand journal parisien, espérant que l'histoire atteindrait un public plus large. Monsieur Laurent, quant à lui, continuait de prendre des notes, son carnet rempli de détails précis. Les mots exacts de Claire, le ton condescendant de Jacques, le sourire calculateur de Sophie. Il n'était pas un simple voyageur, mais un journaliste d'investigation travaillant pour un magazine réputé, connu pour ses enquêtes sur les injustices sociales. Il avait entendu parler de cas similaires dans l'industrie aérienne et soupçonnait que cet incident n'était que la pointe de l'iceberg. Ses yeux, cachés derrière ses lunettes rondes, brillaient d'une détermination froide. Il savait que cette histoire, si elle était bien documentée, pourrait secouer les fondations de l'élite française, qui se croyait intouchable dans ses privilèges. Il griffonna une note. Comportement discriminatoire flagrant. Témoins multiples. Preuves vidéo disponibles. Puis, il rangea son carnet, observant Amélie de loin, comme pour s'assurer qu'elle tenait le coup. Amélie, de son côté, tentait de se raccrocher à quelque chose de stable. Elle repensa à un autre conseil de son père. Quand le monde te semble injuste, souviens-toi que ta force vient de ta dignité. Elle redressa les épaules, essuya ses larmes avec la manche de son pull et ouvrit à nouveau son manuel, déterminée à ne pas laisser ses gens briser son esprit. Mais la douleur était encore vive, chaque mot cruel résonnant dans sa tête comme un écho persistant. Elle envoya un autre message à ses parents, cette fois à son père. « Papa, j'ai besoin de toi. Ils m'ont fait descendre en classe économique. Je ne comprends pas pourquoi ils sont si méchants. » Toujours pas de réponse. Elle ferma les yeux, imaginant le visage rassurant de son père, sa voix grave lui promettant que tout irait bien. Cette image lui donna la force de tenir, mais à peine. À côté d'elle, Camille, sentant son désarroi, se pencha légèrement. « Ça va aller, » murmura-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Ce qu'ils font est mal, et ils ne s'en sortiront pas comme ça. » Amélie la regarda, surprise par cette voix amie dans un océan d'hostilité. « Merci, » murmura-t-elle, un léger sourire tremblant sur les lèvres. Camille hocha la tête, son téléphone toujours en main, déterminée à faire entendre la vérité. Dans la cabine de première classe, Claire Beaumont savourait sa victoire, convaincue que son statut et sa fortune avaient une fois de plus triomphé. Elle sirota son champagne, échangeant des regards complices avec Jacques. Sophie, toujours en direct, amplifiait le drame, décrivant Amélie comme une adolescente arrogante qui avait défié l'ordre établi. Mais les commentaires sur son live commençaient à changer. Des utilisateurs, alertés par la vidéo de Camille, envahissaient son fil avec des messages de colère. « Vous devriez avoir honte, c'est une enfant, laissez-la tranquille. » Sophie, surprise par ce revirement, tenta de minimiser. « Oh, ne vous inquiétez pas, c'était juste une petite mésaventure. Tout est réglé maintenant. » Mais le mal était fait. La vidéo de Camille, partagée des milliers de fois, atteignait désormais des rédacteurs de journaux comme Le Monde et Libération. L'indignation publique grandissait et les premières demandes d'enquête commençaient à émerger. Élise Martin, de retour dans la cabine de première classe, sentait la culpabilité la ronger. Elle repensait à Amélie, à ses yeux pleins de larmes, à sa voix brisée demandant pourquoi tout le monde était si méchant. Elle toucha les billets dans sa poche, maudissant sa faiblesse. Elle avait trahi une enfant pour de l'argent et cette pensée la hantait. Elle envisagea de rendre l'argent à Claire, mais la peur de perdre la face et son emploi la retint. Elle murmura à une collègue, Marie, une continue plus âgée. « J'ai fait une erreur, Marie. Je n'aurais jamais dû accepter cet argent. » Marie, une femme au regard sévère mais compréhensif, répondit « Tu peux encore réparer ça, Élise. Va lui parler. » Mais Élise secoua la tête, terrifiée à l'idée d'affronter Amélie à nouveau.
Elle se contenta de faire son travail, distribuant des plateaux repas en classe économique, évitant soigneusement le regard de l'adolescente. Soudain, un mouvement dans la cabine attira l'attention de tous. Le commandant de bord, Antoine Lefebvre, apparut dans l'allée, son uniforme impeccablement repassé et son regard autoritaire balayant la cabine. Antoine, un vétéran de l'aviation avec 20 ans d'expérience, avait été alerté par l'équipage d'un « incident en première classe ». En apprenant qu'une adolescente était impliquée, son instinct protecteur s'était réveillé. Il s'approcha d'Élise, qui se tenait près de la galaie, et demanda d'un ton ferme « Que se passe-t-il ici? Cette jeune fille semble très bouleversée. » Élise, mal à l'aise, bafouilla. « Il y a eu un problème de siège, commandant. Nous l'avons résolu en la déplaçant en classe économique. » Mais Antoine, habitué à lire les situations comme un livre ouvert, fronça les sourcils. « Déplacer une passagère avec un billet valide? Expliquez-moi, Élise. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une autre continue. Marie s'approcha et murmura à l'oreille du commandant. « Monsieur, nous avons reçu un message du cockpit. Il y a un protocole d'escorte VIP à l'arrivée. C'est pour une passagère. » Antoine hocha la tête, son regard se posant sur Amélie, qui serrait toujours son manuel contre elle, ignorant qu'elle était au centre de cette attention. Dans la cabine de première classe, Claire Beaumont entendit le mot « VIP » et se redressa, convaincue que ses appels à son avocat de famille avaient porté leurs fruits. « Enfin, » murmura-t-elle à Jacques, « les autorités compétentes prennent les choses en main. » Jacques ricana, levant son verre. Il était temps qu'on rétablisse l'ordre. Sophie, toujours en direct, ajouta un commentaire. « Mes amis, ça devient intéressant. Un protocole VIP. Restez avec moi. » Mais aucun d'eux ne se doutait que ce protocole n'était pas pour Claire, ni pour aucun des passagers de première classe. Monsieur Laurent, rangeant son carnet, esquissa un sourire discret. Il savait quelque chose que les autres ignoraient, et ce savoir lui donnait une assurance calme. Camille, en classe économique, continuait d'échanger des messages avec ses amis, apprenant que sa vidéo avait été repérée par un rédacteur de Le Figaro. L'indignation publique montait, et les murmures d'une enquête officielle commençaient à se faire entendre. Amélie, ignorant l'orage qui se préparait sur les réseaux sociaux, sentit une lueur d'espoir en pensant à son père. Elle murmura à nouveau. « Papa saura quoi faire. » Camille, entendant ces mots, posa une main douce sur son bras. « Ton père arrive bientôt, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Amélie hocha la tête, un faible sourire apparaissant. « Oui, ils m'attendent à l'aéroport. Il règle toujours tout. » Ces mots, prononcés avec une foi d'enfant, semblèrent illuminer la cabine sombre de la classe économique. Mais dans la cabine de première classe, Claire, Jacques et Sophie continuaient de savourer leur prétendue victoire, inconscients de la tempête qui s'apprêtait à les engloutir. Le commandant Antoine, après avoir écouté le murmure de Marie, lança un dernier regard à la cabine, son expression indéchiffrable. « Restez tous à vos places, » dit-il d'un ton qui ne tolérait aucune discussion. « Nous allons gérer cette situation. » Puis il retourna au cockpit, laissant derrière lui une cabine pleine de tensions et de secrets sur le point d'éclater. L'avion atterrit à l'aéroport Charles de Gaulle avec une secousse douce, presque imperceptible, mais dans la cabine de première classe, cette arrivée résonna comme un coup de tonnerre. Les passagers, encore imprégnés de l'atmosphère tendue du vol, ajustaient leurs vêtements et rassemblaient leurs affaires, tandis que Claire Beaumont, drapée dans son assurance aristocratique, se levait avec une grâce calculée, convaincue que son statut allait bientôt être réaffirmé. Elle lissa sa robe Chanel, vérifia son reflet dans son téléphone et murmura à Jacques Moreau. « Enfin, l'ordre est rétabli. » Jacques, un sourire satisfait aux lèvres, hocha la tête, tandis que Sophie Lemoine, toujours scotchée à son écran, continuait son direct Instagram, narrant avec excitation l'issue imminente de ce qu'elle appelait « le scandale du vol Paris-Lyon ». Mais dans la cabine économique, Amélie Dubois, recroquevillée sur son siège étroit, serrait toujours son manuel d'économie, ses yeux encore humides de larmes mais brillants d'une lueur d'espoir. Son téléphone vibra enfin, affichant un message de son père. « Ma princesse, je suis à l'aéroport.
Tout va bien se passer. Je t'attends. Ces mots, simples mais chargés d'amour, firent naître un sourire tremblant sur son visage. Elle murmura pour elle-même. Papa est là. À cet instant, la voix du commandant Antoine Lefebvre résonna dans l'interphone. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Paris Charles de Gaulle. Veuillez rester assis, car une procédure spéciale de débarquement pour un passager VIP est en cours. Une équipe de sécurité montera à bord sous peu pour escorter notre passagère. Claire, entendant ces mots, bomba le torse, certaine que ses appels à son avocat avaient porté leurs fruits. « Il était temps », dit-elle à voix haute, son ton dégoulinant de suffisance. Mais dans la cabine économique, Amélie sentit son cœur s'accélérer, une peur soudaine la saisissant. Dans son esprit innocent, les mots « équipe de sécurité » évoquaient des images de films où des criminels étaient escortés menottes aux poignets. « Est-ce qu'ils vont m'arrêter ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante, à Camille Dupont, l'étudiante qui l'avait soutenue. Camille, posant une main rassurante sur son bras, répondit « Non, Amélie, ça n'a rien à voir avec toi. Ils ne peuvent pas t'arrêter pour avoir été victime de leur méchanceté. » Soudain, la porte de la cabine s'ouvrit, et une équipe de sécurité impeccablement vêtue fit son entrée. Les hommes, en costumes sombres parfaitement taillés, portaient des oreillettes et dégageaient une aura de professionnalisme militaire. Leur chef, un homme grand au regard perçant, balaya la cabine des yeux avant de s'arrêter sur Amélie. Avec une courtoisie empreinte de respect, il s'approcha d'elle et déclara « Mademoiselle Dubois, votre père vous attend dans le salon VIP. » Il était très inquiet en apprenant les perturbations sur ce vol. Ces mots tombèrent comme une bombe dans la cabine. Claire Beaumont, qui s'était déjà levée, prête à accueillir ce qu'elle croyait être son propre comité d'escorte, sentit son sourire se figer. Le salon VIP, pour cette enfant, balbutia-t-elle, sa voix trahissant une incrédulité mêlée de panique. Jacques, à ses côtés, laissa échapper un rire nerveux, murmurant « C'est une plaisanterie, non ?» Sophie, toujours en direct, zooma sur l'équipe de sécurité, mais son sourire s'effaça lorsque les commentaires de ses abonnés commencèrent à déferler. « C'est la fille de Cui! Vous avez harcelé une gamine innocente. » Dans la cabine économique, Amélie se leva, ses jambes encore tremblantes, mais son visage s'illumina d'un soulagement pur. « Mon papa a envoyé son équipe ?» demanda-t-elle, sa voix vibrant d'une joie enfantine. Le chef de la sécurité hocha la tête avec un sourire discret. « Oui, mademoiselle, il m'a chargé de vous dire qu'il est très fier de la manière dont vous vous êtes comportée aujourd'hui. » La révélation frappa la cabine comme un coup de foudre. Monsieur Laurent, le mystérieux journaliste, referma son carnet avec un claquement satisfait, ses yeux brillants d'une lueur de triomphe. Il avait tout documenté, les paroles venimeuses de Claire, les commentaires condescendants de Jacques, les manipulations médiatiques de Sophie. Il savait que son article, déjà en cours de rédaction dans sa tête, allait secouer les cercles huppés de Paris. Dans la cabine de première classe, Véronique Chastain, la professeure à la retraite, sentit une vague de soulagement l'envahir. Elle avait honte de son silence, mais la tournure des événements la réconfortait. Elle murmura pour elle-même « Justice sera faite. » Tom dit Mametio et Tio. Pendant ce temps, Élise Martin, la continue de bord, était figée près de la galette, ses mains tremblant alors qu'elle touchait les billets dans sa poche. La réalité de ce qu'elle avait fait, accepter un pot de vin pour trahir une adolescente innocente, la submergeait. Elle comprit soudain que cette passagère VIP n'était pas une simple adolescente, mais quelqu'un d'une importance telle que les protocoles les plus stricts de la compagnie aérienne avaient été activés. Son visage blêmit alors qu'elle réalisait que sa carrière était probablement terminée. L'équipe de sécurité escorta Amélie à travers la cabine, leurs mouvements précis et protecteurs. L'un des agents l'aida à rassembler ses affaires, tandis qu'un autre maintenait une distance respectueuse, garantissant son intimité. Ce traitement, habituellement réservé aux chefs d'État ou aux PDG de multinationales, laissa les passagers de première classe bouche bée. Claire, tentant de sauver la face, s'exclama « C'est ridicule! Comment une gamine comme elle peut-elle être une VIP ?» Mais sa voix manquait de conviction,
et ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle serrait son sac Hermès. Jacques, soudain silencieux, fixait le sol, son arrogance envolée. Sophie, paniquée, coupa son direct Instagram, mais il était trop tard. La vidéo de Camille, partagée des milliers de fois, avait atteint les rédactions de Le Monde, Le Figaro et même France 24. Les commentaires sur les réseaux sociaux étaient désormais un torrent d'indignation. Honte à vous! C'est du racisme pur et simple. Cette pauvre fille n'a rien fait. Camille, toujours assise en classe économique, échangeait des messages frénétiques avec ses amis, apprenant que des avocats et des associations de défense des droits humains s'intéressaient déjà à l'affaire. Alors qu'Amélie traversait la cabine de première classe pour rejoindre la sortie, elle s'arrêta un instant et regarda les visages des passagers qui l'avaient tourmentée. Il n'y avait ni colère ni désir de vengeance dans ses yeux, seulement une profonde déception. « Pourquoi vous avez été si méchant avec moi ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais claire, coupant le silence comme une lame. Cette question, empreinte d'une innocence brute, fit l'effet d'un couperet. Claire baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Jacques toussota, mal à l'aise, tandis que Sophie rangea précipitamment son téléphone. Véronique Chastain, enfin, trouva le courage de parler. « Je suis désolée, ma chère, » murmura-t-elle, ses yeux brillants de larmes. « J'aurais dû intervenir. » Amélie hocha la tête, un faible sourire sur les lèvres, mais elle ne répondit pas. Elle suivit l'équipe de sécurité vers la porte de l'avion, où une nouvelle surprise l'attendait. À l'entrée du salon VIP de l'aéroport Charles de Gaulle, Philippe Dubois se tenait debout, imposant dans son costume sur mesure, accompagné d'un homme en costume gris, visiblement un avocat. Philippe, président d'une des plus grandes compagnies aériennes françaises, était un homme habitué à commander des conseils d'administration et à prendre des décisions affectant des millions de voyageurs. Mais en cet instant, il n'était qu'un père, le cœur brisé par la douleur de sa fille. Lorsqu'Amélie le vit, elle lâcha son sac et courut vers lui, se jetant dans ses bras. « Papa !» cria-t-elle, ses larmes de soulagement mouillant la veste de son père. « Ils ont été si méchants avec moi, je ne comprends pas pourquoi. » Philippe la serra fort, sa mâchoire crispée, retenant ses propres émotions. « Ma princesse, » murmura-t-il, sa voix grave tremblant légèrement. « Je suis tellement désolé que tu aies dû vivre ça. Aucun enfant ne devrait subir une telle cruauté. » Dans le salon VIP, loin des regards indiscrets, Philippe s'assit avec Amélie, écoutant son récit avec une patience infinie. Elle lui raconta tout, les accusations de Claire, les murmures de Jacques, les vidéos de Sophie, la trahison d'Élise. À chaque mot, le visage de Philippe se durcissait, mais il restait calme, caressant doucement les cheveux de sa fille. Lorsqu'Amélie mentionna Élise, elle ajouta, avec une compassion surprenante, « Elle avait l'air si triste, papa. Je crois qu'elle a pris l'argent parce qu'elle en avait besoin. Peut-on l'aider ?» Philippe, émerveillé par la générosité de sa fille, hocha la tête. « Nous verrons ce que nous pouvons faire, » répondit-il, son cœur gonflé de fierté. L'avocat, maître Laurent Dubois, aucun lien de parenté avec Amélie, nota chaque détail, préparant déjà une plainte pour discrimination et harcèlement. « Cette affaire ne restera pas sans suite, » déclara-t-il, son ton ferme. « Les preuves vidéo et les témoignages sont accablants. » Pendant ce temps, dans l'avion, les conséquences commençaient à se faire sentir. Claire Beaumont, apprenant par un appel de son avocat que la vidéo de l'incident était devenue virale, sentit son monde s'effondrer. Sa réputation, soigneusement construite dans les cercles huppés de Paris, était en ruine. Des clubs privés qu'elle fréquentait, comme le Cercle de l'Union interalliée, lui envoyèrent des courriels lui demandant de ne plus se présenter. Jacques Moreau, informé par un collègue que son entreprise, partenaire de la compagnie de Philippe Dubois, risquait de rompre leur contrat, devint livide. Sophie Lemoine, quant à elle, vit son compte Instagram suspendu pour violation des règles, et ses sponsors commencèrent à se retirer. Monsieur Laurent, le journaliste, quitta l'avion avec un sourire discret, son article déjà soumis à son rédacteur en chef, publié le lendemain dans Marianne, intitulé « Un scandale en plein ciel »,
La cruauté des privilèges, il déclencha un débat national sur le racisme et les inégalités dans les espaces publics. Élise Martin, escortée hors de l'avion par la sécurité de l'aéroport, fut informée de son licenciement immédiat. Les 1500 € qu'elle tenta de rendre à Claire dans un accès de panique furent saisis comme preuve. Mais, fidèle à sa parole, Amélie insista auprès de son père pour qu'Élise reçoive une aide. Philippe, touché par la compassion de sa fille, organisa une rencontre avec une agence de placement pour aider Élise à retrouver un emploi, assorti d'un soutien financier temporaire pour ses factures. « Elle a fait une erreur », dit Amélie à son père, « mais je crois qu'elle était juste désespérée. » Dans les semaines qui suivirent, Amélie et son père eurent de longues conversations sur la discrimination, la justice et la responsabilité. Philippe expliqua à sa fille, avec des mots simples mais profonds, que le monde pouvait être cruel, mais que la compassion et la dignité étaient des armes puissantes. « Pourquoi ont-ils pensé que j'étais pauvre, papa ?» demanda Amélie un soir, assise dans le salon de leur maison. « Est-ce mal d'être pauvre ?» Philippe, s'agenouillant à sa hauteur, répondit « Non, ma chérie, être pauvre n'est pas un crime. Ce qui est mal, c'est de juger les gens sur leur apparence ou leur statut. » Amélie hocha la tête, son esprit vif absorbant ses leçons avec une maturité nouvelle. Inspirée par son expérience, Amélie commença à s'impliquer dans des associations à Paris, travaillant avec des enfants issus de milieux défavorisés. Elle découvrit un talent pour écouter et inspirer, utilisant son histoire pour enseigner la résilience et l'empathie. Philippe, de son côté, lança un programme de formation sur la sensibilité culturelle au sein de sa compagnie aérienne, un modèle qui fut bientôt adopté par d'autres transporteurs en Europe. L'histoire d'Amélie devint plus qu'un simple incident, elle devint un symbole de la lutte contre les préjugés et un rappel que la compassion peut triompher de la cruauté. Alors qu'Amélie et son père quittèrent le salon VIP, main dans la main, elle murmura « Papa, je veux aider les autres à ne pas avoir peur comme moi aujourd'hui. » Philippe sourit, les larmes aux yeux. « Tu le feras, ma princesse, et je serai toujours là pour t'y aider. » L'histoire d'Amélie Dubois, confrontée à la cruauté et aux préjugés dans un espace censé symboliser le confort et le privilège, touche profondément le cœur. Elle révèle une vérité universelle. La discrimination, qu'elle soit fondée au ni la couleur de la peau ou sur des suppositions de classe sociale, est une blessure infligée non seulement à la victime, mais à l'humanité tout entière. La résilience d'Amélie, son refus de répondre à la haine par la haine, et sa compassion envers ceux qui l'ont trahi, comme Élise, incarnent les valeurs françaises d'humanisme et de solidarité, si chères à des penseurs comme Rousseau ou Camus. Cette histoire nous enseigne que la dignité et la bienveillance sont des armes puissantes face à l'injustice. Dans nos vies, nous pouvons appliquer cette leçon en cultivant l'empathie, en défiant nos propres préjugés et en défendant ceux qui sont injustement ciblés. Chaque acte de bonté, même petit, peut changer une vie. Si cette histoire vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous pour soutenir la justice et l'humanité. Laissez un commentaire avec vos réflexions ou partagez votre expérience. Ensemble, faisons entendre la voix de la compassion.